Bonjour à tous et à toutes. On entend aujourd'hui beaucoup parler d'impact et on devrait peut-être en parler encore un petit peu plus. Mais dès qu'on parle de titres cotés, les questions arrivent. Est-ce que c'est vraiment possible? Comment le mesurer? Est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et aussi la taille des entreprises, le business d'aujourd'hui, les configurations, ça peut aussi aujourd'hui poser encore beaucoup plus de questions. L'objectif est simple, rendre tout cela concret. Comprendre qu'un gérant peut réellement faire dans le côté, comment il le mesure, et surtout comment nous, CGP, nous pouvons l'expliquer à nos clients simplement. Pour ça, j'ai la chance d'être accompagné de Yacine Oussana aujourd'hui, responsable ESG chez AlphaJet Affairs Investors, qui va nous aider à passer du concept à la pratique. On va avancer ensemble en 5 questions très opérationnelles et je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour Yacine. Bonjour Pour Didier. commencer, on parle beaucoup d'impact dans le côté aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qui a changé pour que cela devienne un sujet incontournable? Donc bonjour à Didier, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même clarifier quelques points, notamment pas plus tard que la semaine dernière, lorsque je disais je gérais un fonds impact, on m'a dit: «Ah, tu fais de l'ESG». Donc peut-être d'abord clarifier cette confusion qu'on peut avoir entre ESG et impact et ensuite voir ce qui a changé et ce qui rend ce sujet incontournable. Alors l'analyse ESG évalue comment ces 3 critères, environnement, sociaux et gouvernance, peuvent impacter la valeur financière de l'entreprise. C'est une analyse des risques qui est vue sous un autre angle, simplement. Un fonds ESG n'est pas synonyme d'un fonds vert, un fonds ESG n'est pas synonyme d'un fonds éthique ou d'un fonds responsable et n'est pas synonyme d'un fonds à impact. Par exemple, une compagnie pétrolière peut avoir une très bonne note ESG parce qu'elle gère ses risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, elle les gère très bien. Et donc, sa note ESG peut être très bonne. L'approche à impact, l'investissement à impact, c'est différent. L'investissement à impact, le gérant va chercher et va identifier les entreprises qui génèrent des revenus, des produits et des services surtout, qui vont contribuer à résoudre des défis liés à l'investissement durable, que ce soit sur la transition énergétique, que ce soit sur des problématiques d'accès à l'eau, que ce soit sur des problématiques de santé. Donc, c'est quand même une approche différente. L'analyse, elle est plus centrée sur l'entreprise et sur ses risques ESG, mais sur les solutions qu'elle apporte. Voilà un peu cette distinction entre ESG et impact. Voyons maintenant pourquoi ça a changé et pourquoi, à mon sens aussi, ce sujet, il est incontournable. Aujourd'hui, mais c'est pas nouveau, on fait quand même face à des défis mondiaux assez importants. Le premier qui nous vient en tête, c'est le dérèglement climatique, c'est les questions environnementales, mais on a aussi des questions sociales très importantes. Je pense notamment au vieillissement de la population dans les pays développés ou l'accès à la santé. Et donc, ces sujets sont vraiment incontournables, ils ne sont pas nouveaux, ils nécessitent des investissements colossaux. Et ce qui a changé, à mon sens, le premier point, ça va être la réglementation. Un peu partout dans le monde, on a des réglementations qui incitent les sociétés financières à réallouer leurs actifs vers des investissements durables. Donc c'est hyper important. En Europe, on a un cadre qui est unique au monde avec d'un côté SFDR pour apporter plus de transparence, plus d'homogénéité pour classer les fonds entre les articles 6, les articles 8 et les articles 9, avec SFDR 2.0 qui va venir encore apporter plus de transparence et de reporting homogénéisé, on va dire. On a la taxonomie européenne dont l'objectif est de réallouer les fonds vers des activités vertes. On a aussi la réglementation qu'on appelle CSRD, qui oblige aujourd'hui les grandes entreprises à publier des indicateurs de durabilité et demain peut-être les PME aussi. Donc voilà pourquoi ces sujets sont importants. Je parlais d'investissements colossaux, si je prends le cas du changement climatique, aujourd'hui on estime qu'il faut entre 3 et 4 trillions de dollars, donc 3 000 à 4 000 millions de dollars par an jusqu'en 2030 pour atteindre les objectifs des accords de Paris. Donc, ça nécessite des montants colossaux et ça ouvre aussi les acteurs qui sont sur ces thématiques sont des acteurs qui sont sur des marchés de croissance structurelle à long terme. Je l'ai dit, hein, le volet impact ne concerne pas seulement l'environnement, il concerne aussi le volet social. Sur le vieillissement de la population, par exemple, on a tout un marché qui se développe, c'est ce qu'on appelle la Silver Age. Et donc, ce marché, il est estimé aujourd'hui autour de 3 000 milliards de dollars et il devrait doubler d'ici 10 ans. Donc là encore, les acteurs qui sont sur ces marchés sont sur des marchés porteurs et en forte croissance. Pour conclure, pourquoi aujourd'hui ça devient incontournable et ce qui a changé, c'est principalement pour deux raisons. Le premier, je l'ai évoqué, c'est
effectivement la réglementation avec la réallocation des capitaux. Et le deuxième, c'est sûrement l'explosion de l'intelligence artificielle qui permet d'accélérer tous ces phénomènes. Merci Yacine. Aujourd'hui, mesurer l'impact dans le côté reste un défi. Quelles sont aujourd'hui les méthodes les plus crédibles et leurs limites? Surtout dans une configuration que nous nous trouvons aujourd'hui avec la géopolitique qui rentre en œuvre, les guerres, le prix du pétrole, l'énergie qui devient de plus en plus incontournable et on voit nos dépendances vis-à-vis de celle-ci. Quelles sont aujourd'hui donc la capacité à mesurer les impacts dans le côté? Alors là, effectivement, on touche quand même un point sensible quand on parle de méthode et surtout des limites de l'impact. Et c'est important, effectivement, de les évoquer. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer peut-être par les limites, parce que lorsqu'on parle d'impact, il faut être quand même conscient que la mesure de l'impact, elle est quand même assez compliquée, et surtout dans l'univers des actifs cotés. Pourquoi elle est compliquée? Parce que tout d'abord, en fonction des méthodologies qui vont être apportées, en fonction des fournisseurs de données qui vont faire des estimations, la mesure de l'impact peut varier d'une méthodologie à l'autre et d'un fonds à l'autre. Le deuxième point, c'est même si les entreprises, en tout cas européennes et même dans le monde, publient énormément de données de durabilité, il y a quand même une certaine hétérogénéité dans ces données. Et le troisième point, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que la réglementation CSRD oblige les entreprises à publier des indicateurs de durabilité. Mais là encore, ces indicateurs, parfois, ils sont estimés. Si je prends l'exemple, par exemple, des émissions carbone et surtout des émissions indirectes qui se regroupent dans ce qu'on appelle le scope 3. Sur ces émissions indirectes, les entreprises ont l'obligation de communiquer, mais ce qu'il y a, c'est que, par exemple, dans des secteurs comme l'automobile ou le secteur bancaire, ça peut représenter plus de 90% du total des émissions. Et les entreprises, même si elles reportent ces données, elles vont se baser sur des hypothèses, et ces hypothèses peuvent varier d'une entreprise à l'autre. Donc ces données reportées, elles aussi ont une certaine limite. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a quand même beaucoup d'évolutions et mieux vaut regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ensuite, pour ce qui est des approches crédibles, alors nous, chez AlphaJet Fair Investor, on a opté pour une combinaison de plusieurs angles d'analyse. Notre approche sur l'extra-financier pour arriver sur des investissements à impact, elle va s'articuler autour de 3 axes. Une politique d'exclusion très stricte. On va exclure les entreprises impliquées dans les énergies fossiles, donc que ce soit le charbon thermique, le pétrole et le gaz, des entreprises qui pourraient être impactées sur les armes controversées, bien évidemment les entreprises en violation des normes internationales, que ce soit au niveau du droit du travail ou des droits humains. On exclut également les entreprises qui sont liées à l'industrie du tabac ou à l'huile de palme. Donc voilà, ça c'est la première étape dans notre méthodologie. La seconde, elle, va faire une analyse ESG et des controverses. Alors, l'analyse ESG, je l'ai dit, c'est une analyse des risques. Elle n'est pas destinée à faire de l'impact, mais on a quand même une analyse ESG et je dirais pourquoi c'est important peut-être par la suite. Et l'analyse des controverses va permettre, tous les titres qui ont passé le premier filtre, certaines entreprises peuvent délivrer de l'impact. En revanche, elles peuvent être impliquées dans des controverses assez sévères sur des critères environnementaux ou sociaux. Donc, on les exclut également. Et on passe à la troisième étape du processus extra-financier qui va être une analyse là, dédiée à l'impact et à l'investissement durable. Et donc, dans notre méthodologie, notre cadre d'analyse, c'est les 17 objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU. Et donc, on va analyser plus de 120 indicateurs extra-financiers. Et donc, ça va nous apporter quand même, dans notre processus et dans la méthodologie, une analyse plus fine, plus granulaire. Et dans les grandes lignes, cette méthodologie qu'on a mis en place va apporter peut-être plus de crédibilité et de robustesse dans le process. Mais encore une fois, lorsqu'on parle d'impact, effectivement, il faut rester prudent. Merci Yacine. Comment les méthodologies que vous avez présentées se traduisent-elles concrètement dans votre gestion, en particulier dans la construction du portefeuille et la sélection des valeurs? Aujourd'hui, est-ce que la géographie, la géopolitique, est-ce que les continents, la différence de gestion d'entreprise d'un continent à un autre a un fort impact dans la sélection de valeurs? Concernant notre process qui est mis en place pour arriver à la construction du portefeuille, on a 2 axes. Le premier, c'est le pilier sur l'extra-financier, le second sur le pilier financier. Sur le pilier extra-financier, je l'ai dit, donc on a une première étape, c'est les exclusions. La seconde, c'est l'analyse ESG et l'analyse des controverses. Et sur l'analyse ESG, c'est important, à notre sens, d'avoir une politique ESG assez rigoureuse parce que c'est un excellent moyen de gérer le profil rendement-risque d'un portefeuille. Une
étude qui a été faite en 2015 qui regroupe 2200 études académiques. Et cette étude révèle que dans plus de 60% des cas, on va dire, on trouve une corrélation positive entre l'ESG et la performance. Et puis il y a un autre point qui est important, c'est que les études montrent également que les sociétés qui prennent en considération ces risques ESG sont plus résilientes en période de crise, notamment pendant la crise de 2020 ou pendant la crise de 2022. Donc voilà pourquoi on fait une étude ESG poussée. Et enfin, je vous l'ai dit, la troisième étape, c'est orienter impact et investissement durable avec cette analyse sur les 120 indicateurs qu'on va synthétiser en une note qu'on appelle la note Impact 360. La note Impact 360, ça reflète le caractère durable d'une entreprise. Et donc, sur cette note Impact 360, on va faire ce qu'on appelle une approche Best in Universe. On va classer par les notes Impact 360 et on va supprimer toutes les entreprises qui ont une note négative pour aboutir à un univers qu'on appelle univers Impact 360 et qui va exclure au minimum 30% de l'indice de référence. Et c'est à partir de cet univers qu'on passe sur le volet financier. Chez AlphaJet Fair Investor, on a tous le même processus. C'est un modèle quantitatif multicritère. Il a été développé par l'un des cofondateurs, Sébastien Lagarde. Ça fait 30 ans qu'il travaille sur ces sujets-là. C'est un polytechnicien et qui a développé son modèle et qui l'a fait évoluer au cours du temps et qui est encore utilisé aujourd'hui et éprouvé. Ce modèle multicritère, il s'appuie sur 5 axes: la valorisation des entreprises, les perspectives de croissance des entreprises, le momentum boursier. Il va regarder aussi la qualité, la robustesse du modèle économique. Et enfin, le cinquième critère qui est analysé, c'est des indicateurs de sentiment de marché. Le modèle, il s'appelle Adalpha et il va nous permettre de hiérarchiser notre univers Impact 360 avec une note allant de 0 à 100. Et on va définir à partir de là une liste d'achats dans laquelle on va intégrer les titres qui ont les meilleures notes Adalpha, c'est-à-dire le premier quintile, les titres entre 80 et 100, et les titres qui sont en nette amélioration. C'est à partir de cette liste d'achats que le gérant va construire son portefeuille. Et vous l'avez bien dit, vous avez parlé des risques géopolitiques, des allocations géographiques. Lorsque le gérant construit son portefeuille, tous les titres qui sont dans la liste d'achat sont des titres qui génèrent de l'impact, ou qui sont orientés investissement durable. On n'a plus de titres qui peuvent être néfastes sur ces thématiques. Et donc, le gérant va construire son portefeuille quand même en prenant plusieurs variables dans l'équation. Bien évidemment, les titres qui sont dans la liste d'achat et qui génèrent de l'impact, le côté financier qui va prendre aussi en considération. Et enfin, pour éviter d'embarquer des biais trop importants dans son portefeuille, on essaye, nous, de construire un portefeuille avec très peu de biais géographiques ou sectoriels. Dans la construction de portefeuille, on n'a pas de notion de surpondération de poids sur les titres qui délivrent le plus d'impact et sous-pondération de celles qui n'en délivrent pas. Voilà. On a plutôt une notion d'équi surpondération pour construire nos portefeuilles. Voilà pour ce qui est un peu de la construction du portefeuille et des contraintes qu'on a pour générer de la performance et de l'impact. C'est principalement ces contraintes qui vont nous permettre d'avoir un portefeuille mesurable au niveau de l'impact et qui délivre également de la performance. Merci Yacine. Pour conclure, dans une allocation construite par un CGP pour son client, quel rôle peut jouer un fonds à impact sur titre coté? Quels outils de matérialité mettez-vous à disposition pour nous, CGP, pour démontrer concrètement l'impact auprès de nos clients? On entend tellement de choses que, en fait, ce qui nous permettrait, nous, d'aller vers ce mode de gestion pour nos clients, ce serait une simplicité, quelque chose qui nous permette, en fait, d'expliquer simplement et concrètement que le client visualise, en fait, la réalité de l'impact sur son portefeuille, si je peux aller un petit peu Bien dans ce sûr, sens-là. oui. En fait, un fonds à impact a toute sa place dans un cœur de portefeuille client sur un horizon. Notre horizon de placement, il est de 5 ans, donc sur un horizon à long terme pour différentes raisons. La première, je l'ai dit, c'est que les portefeuilles à impact vont quand même sélectionner des entreprises qui sont sur des marchés structurellement en croissance et donc qui sont créatrices de valeur. Et donc, un fonds à impact qui performe a toute sa place dans cette allocation. Le deuxième point, en tout cas pour ce qui concerne AlphaJet, ça va être la diversification. Je m'explique. Moi, je gère un fonds de global large cap. Et par exemple, sur les 3 dernières années, les drivers de cette performance, c'est clairement les 7 magnifiques. Les 7 magnifiques, nous, dans notre processus, on peut garder que Nvidia. Les autres titres ne passent pas nos filtres extra-financiers. Alors, bien évidemment, ça nous a un petit peu desservi, mais ça ne nous a pas empêché de générer de la performance. Pour autant, on a pu aller sur des titres peut-être moins en vue et qui généraient de l'impact et sur des marchés en croissance. Juste pour info, sur les 7 magnifiques, ça représente un quart du MSCI World. Donc, si on enlève Nvidia, qui a 20%,
Donc les gérants globaux, s'ils investissent sur ces titres-là, ils vont canaliser au moins 20% de leur portefeuille, ou 25% si on intègre Nvidia, dans l'allocation de ces actifs-là, si on ne parle pas de surpondération. Et donc, nous, mine de rien, ça nous permet quand même d'avoir un peu plus de flexibilité en allant chercher d'autres sociétés, d'autres titres, et qui génèrent de l'impact et qui génèrent de la performance. Donc, le premier point, je l'ai dit, les entreprises sur des marchés en croissance, la diversification. On a une approche ESG exigeante, donc sur des allocations où les clients pourraient être regardants sur ces questions d'ESG ou d'ISR. Un fonds impact peut avoir toute sa place, hein, parce que là encore, c'est quand même destiné à optimiser le profil rendement-risque du portefeuille. Dernier point, c'est donner du sens à l'investissement. Si on génère de la performance et qu'on génère de l'impact, bah, c'est toujours intéressant pour le client de se dire bon, bah, je fais de la performance et en plus de ça, je contribue à la transition énergétique, je contribue à améliorer l'accès à l'eau ou à la santé. Puis c'est différenciant pour le CGP de dire votre investissement, en plus de ça, il contribue à ces thématiques. Maintenant, concernant la matérialité, vous avez raison, nous, c'est assez simple. Notre ADN, c'est la transparence. Et c'est pas juste des mots, on essaie de le prouver tous les jours sur plusieurs points. La première chose, en termes de transparence, nos portefeuilles sont disponibles en ligne en quasi-temps réel. Il y a juste le délai de règlement livraison de 2 jours, mais sinon, ils sont disponibles en ligne. Et à ma connaissance, j'espère que je ne me trompe pas, je pense qu'on est la seule société de gestion à fournir cette information-là. Le deuxième point sur la transparence, c'est qu'on fournit aussi sur l'engagement actionnarial. Sur chacun de nos fonds, vous allez voir les votes qui ont été réalisés sur l'année 2026 et les lettres d'engagement qui ont été envoyées aux entreprises pour les pousser à faire plus, à avoir plus de stratégies d'impact ou de décarbonation. On fournit aussi aux clients, au CGP, tous les mois, 3 reportings spécifiques à l'extra-financier. On va retrouver un reporting sur le ESG. Là, on va retrouver des informations sur la notation ESG, des informations sur la gouvernance, des informations sur les risques réputationnels, et tout ça du portefeuille comparé à un indice de référence. On publie aussi tous les mois un reporting sur le climat. Là, ça va être orienté sur l'empreinte carbone du portefeuille comparé à l'indice de référence. Ça va être l'exposition aux énergies fossiles. Et on va retrouver aussi dans ce reporting sur le climat la trajectoire de température du portefeuille comparé à son indice de référence. Un troisième reporting, comme je l'ai dit, lié à l'impact, où là, on va pouvoir mesurer quelle est la part des revenus qui génèrent un impact sur le critère environnemental ou social. Donc ça, on va le voir dans ce reporting dédié à l'investissement durable et aux ODD, avec une certaine granularité sur ces 2 piliers-là. Et puis, on va voir aussi sur ce reporting comment le portefeuille est exposé, est aligné aux 17 objectifs de développement durable, et toujours pareil en comparaison avec l'indice de référence. Donc ça fait quand même beaucoup de documents, de matérialité qu'on peut apporter au CGP et qui peut lui aussi utiliser en allant chercher des informations qui lui semblent pertinentes. Selon les CGP, elles peuvent être différentes et qui pourra expliquer aux clients. Puis le dernier point, c'est quand même on est orienté client. Donc, si un CGP ou un client a besoin d'informations, on peut se rendre disponible pour expliquer notre process d'investissement plus en détail. On peut se rendre disponible pour expliquer la performance des portefeuilles. Et voilà ce qu'on apporte. Et voilà pourquoi ça a du sens d'avoir un cœur de portefeuille avec des allocations sur des investissements à impact. Merci Yassine. Avant de conclure, une petite question. Je voulais savoir si la trumpitude avait un impact déjà, dans ce que vous mettez au point pour mesurer l'impact, mettons sur toutes les entreprises américaines. Est-ce que la trumpitude, que lui, il casse la réglementation, il veut refaire des choses qui vont à l'encontre de ce que nous, en Europe, on veut faire? Est-ce qu'on voit déjà dans les entreprises, dans les grandes entreprises américaines, en fait, un changement assez profond? Oui, et la réglementation, on s'en fout, puisque le président a dit qu'on s'en foutait pour faire du business. Est-ce que vous le remarquez dans vos évaluations? Est-ce que ça a pu changer un petit peu les allocations? En fait, il fait du Trump, hein. Concrètement, ça ne change pas grand-chose parce que les entreprises ont conscience que les investisseurs regardent de plus en plus ces indicateurs de durabilité. C'est pas seulement lié à l'impact, c'est lié à tous les fonds ESG, c'est lié à tous les fonds ISR qui envoient des lettres d'engagement et qui poussent sur ces questions de décarbonation, sur le volet social. Et donc, les entreprises ont bien conscience qu'elles ont besoin de diffuser ces informations. Même si le marché américain est important, on a quand même un marché global. Et puis le deuxième point, quand on regarde, on a des acteurs mais majeurs aux États-Unis qui sont sur les réseaux électriques intelligents. Donc on a des acteurs qui font des performances depuis le début de l'année, depuis 1 an, qui sont juste hallucinantes. On a des entreprises qui vont alimenter
des centrales électriques bas carbone pour les data centers. Et donc là encore, on a une société, je vous donne un exemple, qui s'appelle Bloom Energy, qui a fait plus de 1000% sur un an. Et elle a des taux de croissance juste hallucinants parce qu'il y a un besoin croissant. Donc oui, Trump complexifie un petit peu toutes ces questions de durabilité, de climat. Il n'empêche que les entreprises sont bien conscientes que c'est des enjeux, c'est des défis mondiaux et donc elles sont acteurs sur ces marchés. Merci Yacine pour ces éclairages. Et pour conclure, ce que je retiens dans nos échanges, c'est d'abord que l'impact dans le côté est possible, à condition d'être exigeant, ce que vous êtes, sur les méthodologies, sur la matérialité, sur la transparence des preuves. Ensuite, que les leviers existent réellement en sélection disciplinée, ce qu'on vient de parler, l'engagement actionnarial, les suivis d'indicateurs de trajectoire mesurés. Et enfin, pour nous conseillers, l'enjeu est double. Intégrer ces stratégies dans une allocation quand elle apporte diversification et cohérence avec les valeurs du client, mais aussi les nôtres. Et qu'on soit force de proposition parce qu'on peut aujourd'hui disposer d'outils de matérialité pour démontrer concrètement ce que l'investissement change. L'impact côté, c'est pas une promesse, c'est plus une promesse, c'est une démarche, une méthode et un suivi dans le temps. Et ce qui me permet en fait d'en parler de manière plus simple, crédible et utile avec nos clients. Merci Yacine. Merci à vous, Didier.